C'est une activité, une émission Zoom que nous faisons un jeudi sur deux et nous explorons les questions de l'épanouissement familial. Ce qui nous a amené à mettre sur pied cette activité, c'était un cri de cœur. Un cri de cœur par rapport aux situations des familles qui se brisent de plus en plus au Canada. Un cri de cœur par rapport au signalement DPJ, parce que les statistiques montraient et montrent encore que malgré que les familles afrodescendantes représentent à peu près 5 ou moins de 5% de la population canadienne, il n'en demeure pas moins que ces familles-là sont surreprésentées à la direction de la protection de la jeunesse au niveau des signalements, pour ce qui est des signalements. Alors, étant une enseignante de leadership familial, encadrée par le grand ministère Réseau ta seconde chance international, étant préoccupée par l'épanouissement familial, l'épanouissement des enfants, travaillant aussi en prévention pour éviter que les enfants tombent dans une certaine vulnérabilité psychosociale, le jardin des parents est né. Alors, de temps en temps, un jeudi sur deux, nous parlons de la relation parent-enfant et un jeudi sur deux, nous parlons de la relation parent-parent, entre autres relations enfant-enfant aussi. Nous Mhm. avons pour objectif de nous entraider, de créer juste cet espace d'entraide, afin qu'ensemble, nous puissions nous étirer, nous éduquer mutuellement. Oui, parfois, les lois sont dures. Le système nous frappe là où on ne veut pas. Mais vous et moi, vous savez que nous ne pouvons pas nous battre contre la loi. Mais nous pouvons choisir de connaître la loi et de développer une sagesse pour nous conduire afin de ne pas en être victime. Je suis travailleuse sociale, inscrite à l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec. J'ai travaillé pour le réseau de la santé, j'ai travaillé pour le CLSC, j'ai travaillé pour les organismes communautaires, mais depuis un an, j'ai quitté le réseau de la santé publique parce que je voulais vraiment construire une communauté et travailler en prévention. Je suis fatiguée de voir des parents qui viennent pleurer sur mes épaules parce qu'on a enlevé l'enfant, parce qu'on a signalé, parce que... Et je me disais, il faut bien que quelqu'un soit du côté des parents pour les soutenir. Tout le monde ne peut pas être du côté du système pour taper le parent sur le doigt. Ces parents-là font de leur mieux. Ces parents-là, parfois, ne sont pas seulement informés. Ces parents-là, parfois, ont besoin de guérir eux-mêmes de leurs blessures émotionnelles pour sortir de la colère maladive et arrêter de crier sur les enfants de façon maladive. Ces parents aussi ont besoin de s'entraider ensemble pour s'éduquer. Vous savez, nous voyageons de différents pays pour nous rendre au Canada, mais nous ne transportons pas nécessairement nos familles avec nous. Nous ne transportons pas nécessairement les grands-parents, les tantes, les oncles, et la vie est vraiment centrée parents et enfants au Canada. Parfois, on n'a juste pas quelqu'un à qui on peut confier notre enfant avant d'aller travailler. C'est ça notre réalité. Il n'y a pas une grand-mère, il n'y a pas un grand-père, pas nécessairement pour tout le monde. Très peu ont ce privilège. Alors, si on pouvait apprendre à bâtir les ponts comme communauté, s'éduquer ensemble, se faire confiance ensemble. C'est pour ça que, c'est pour ça que l'émission À cœur ouvert existe. Pour créer cet espace où le parent se sent écouté, où le parent immigrant se sent entendu, où le parent immigrant parle avec d'autres parents qui vivent les mêmes réalités que lui, où le parent immigrant se sent en dehors de tout jugement parce qu'on comprend sa réalité. Nous sommes dans des carrefours très intersectionnels en ce sens que nous arrivons dans un pays où la culture même est complètement différente de la nôtre. Nous arrivons dans un pays âgé, abandonnant tout ce que nous avons pu bâtir parce que nous voulons offrir un autre avenir à nous-mêmes et à nos enfants. Et du coup, il faut recommencer tout, il faut reconstruire tout. Et on est juste départagé entre garder ses enfants, prendre soin de ses enfants,
courir chercher de l'argent pour pouvoir les nourrir et le coût de vie qui flambe tous les jours, les loyers toujours plus chers, l'épicerie toujours plus chère, ça n'aide pas entre tout cela. Et quand on se voit malheureusement un matin seulement, on t'a signalé pour X ou Y raison. Ça augmente le taux de stress. Vous n'êtes plus à l'aise au travail, plus à l'aise à la maison. Tout est mélangé et on s'est dit, on ferait mieux d'avoir un endroit qui nous ressemble, un endroit où on peut se dire les vraies choses entre nous, s'éduquer entre nous, se comprendre entre nous, pleurer entre nous s'il le faut, mais se sentir soutenu en bout de ligne. Alors, comme je vous ai dit, je suis Lina, je suis cofondatrice du réseau Ta Seconde Chance International avec Papa Guy Roger qui est ici connecté, il est mon époux. Nous avons aussi une expérience comme parents. Nous avons éduqué nos 6 enfants ici au Canada. 4 sont déjà adultes, 2 mariés. Les 2 derniers sont, il y a une ado et en tout cas 2 ados. Et nous n'avons jamais subi de signalement. On essaye de comprendre la loi, de l'appliquer et on se dit qu'on peut être utile. Comme on l'a toujours été en coulisses pour certains parents, on peut définitivement être utile officiellement. Donc, ce réseau existe pour ça. Le jardin des parents existe pour ça. C'est le chez vous. Quand vous venez ici, sentez-vous à l'aise. C'est à cœur ouvert. Quand on explore les thèmes ici, peu importe le thème, on y met beaucoup d'expériences personnelles pour que chacun se sente euh, écouté en fait. On partage les vulnérabilités aussi. Là où on avait mal fait, on va être transparent de dire que tel endroit, on avait mal fait, puis on a appris. Tel endroit, nous, on avait bien fait, puis ça nous a apporté tel avantage. Donc, ce n'est pas un endroit où il y a un maître qui enseigne les autres. C'est un endroit où on fait des partages authentiques. On partage la vulnérabilité comme des points de force pour s'édifier tous ensemble comme parents. Je suis aussi fondatrice de la clinique d'intervention psychosociale privée, la Carithme, dont les bureaux sont situés au 1660 rue Papineau à Saint-Hyacinthe au Québec. Je consulte les parents, je consulte les enfants, je forme en leadership familial pour nous équiper à pouvoir prendre notre place, à pouvoir nous intégrer dans ce pays sans trahir qui nous sommes en réalité, tout en demeurant nous-mêmes. Et voilà, ça c'était pour la petite présentation. Je vais laisser Papa Guy Rouget introduire cette activité d'aujourd'hui et après je viendrai pour le partage. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Lina, pour cette introduction. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour à vous tous qui êtes connectés ce soir à cette activité d'un jeudi sur deux du Jardin des parents. Le Jardin des parents, c'est une émission une émission du réseau Ta Seconde Chance. Maman Lina l'a déjà expliqué. Et aujourd'hui, nous sommes contents de vous revoir. La dernière fois que nous étions là, il y a 2 semaines, c'était pour un autre thème. Aujourd'hui, le thème, c'est: connais-tu le langage d'amour de l'autre? Nous n'avons pas prié avant de commencer, mais on va prendre 2 secondes pour prier. Nous, là, c'est un théorème. Dieu avant tout. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu permets que tes enfants se connectent de par le monde pour une nouvelle émission du Jardin des parents. Merci, Père, pour cette rencontre que tu nous permets d'être là aujourd'hui pour partager, Seigneur, pour se partager entre nous les petites fiches, n'est-ce pas, afin de pouvoir rendre notre couple plus harmonieux.
Parce qu'une flamme qui a été allumée dès le premier jour de notre mariage, c'est une flamme qui doit rester allumée, qui doit rester ravivée en tout temps. C'est une flamme qui ne s'éteindra, qui ne doit jamais s'éteindre. Et il y a beaucoup de challenges dans un couple. Lorsque nous parlons de famille ici, aujourd'hui, nous parlerons de couple de papa et maman. Et pour que l'harmonie reste toujours dans ce couple-là, il y a des petites choses, des petites bibites qu'il faut souvent se partager afin que la flamme ne puisse jamais s'éteindre. Alors, l'amour est donc ce qui est au centre d'un couple. L'amour est le fondement de la vie d'un couple. Si aujourd'hui, notre thème, c'est connais-tu son langage d'amour? Toi, l'homme ou toi, la femme, c'est la question que t'est posée dans ton couple. Connais-tu son langage d'amour? Est-ce que toi, tu connais le langage d'amour de ton conjoint? Toi, maman, toi, papa, est-ce que tu connais le langage d'amour de ta conjointe? Nous avons dit l'amour est le fondement, n'est-ce pas, du couple. Mais aimer seulement, ça ne suffit pas. Il faut savoir exprimer l'amour dans une langue que l'autre doit comprendre, que ton vis-à-vis, que ta partenaire ou ta conjointe doit comprendre. Gary Chapman avait popularisé l'idée du langage d'amour. Pour lui, le langage d'amour, c'était donc ces manières spécifiques par lesquelles chacun se sent aimé dans le couple. Parce que ignorer le langage d'amour de son conjoint, c'est comme parler une langue étrangère sans traducteur. Les mots sont beaux, mais ils ne touchent pas le cœur. Il faut ajouter à ces mots d'autres choses. Et c'est pour ça que nous parlons du langage d'amour aujourd'hui. Je vais introduire cette émission par une petite histoire. Ce n'est pas une histoire, mais c'est des faits vécus. Vous savez, maman Lina a un bureau de thérapie parce qu'elle est thérapeute conjugale inscrite à l'ordre au Québec, au Canada. Alors, je vais vous parler de l'histoire de... Les noms sont masqués, là, c'est des noms fictifs pour ne pas référer aux vraies personnes. C'est l'histoire de Marco et de Sonia. Marco et Sonia, c'est un couple marié depuis 12 ans. Ils s'aiment vraiment profondément, mais depuis environ 2 à 3 ans, leur relation est devenue un peu tendue. Sophie se plaint souvent. Nous, on sait que dans le couple, pour ceux qui ont de l'expérience, les premières années ne sont pas, les premières années sont très belles. La fleur reste encore arrosée tous les jours. Mais si on ne fait pas attention, au fur et à mesure que le temps passe, que le temps évolue, la flamme s'éteint petit à petit. Une fleur qui n'est pas arrosée tous les jours finit par se faner. Alors, il y a environ 3 ans, après environ 8 ans, 9 ans de mariage, ça devenait déjà tendu entre Marco et Sonia. Et Sonia se plaignait souvent en disant à son mari, tu ne me dis jamais que tu me dis jamais plus que tu m'aimes, comme au début de notre mariage. J'ai l'impression que je ne compte plus pour toi. Ah, c'est ce que Sonia a commencé à dire à son conjoint, Marco. Marco, de son côté, pendant Sonia se plaignait ainsi, Marco, de son côté, retorquait à Sonia, mais je fais tout pour toi. Je travaille dur. Je prépare la maison, je répare la maison. Tout ce qui est gâté à la maison, je répare.
Je m'occupe des enfants, je les aide à faire leurs devoirs, je les amène à leurs activités. Comment peux-tu dire que je ne t'aime pas ou que je ne t'aime plus? Avec tout ce que moi je fais dans la maison? Alors, mes auditeurs, nous comprenons ici que chacun dans ce couple est sincère. Tant Marco que Sonia, ils sont sincères. Chacun d'eux parle un langage d'amour, mais des langages d'amour différents. Le problème, c'est quoi? J'espère qu'on m'entend toujours. Le problème, c'est quoi? Le problème, Marco exprime son amour par quoi? Par le service rendu à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il aide, il me l'a dit tantôt, il aide sa femme, il agit, il prend des responsabilités, il aide les enfants à faire leurs devoirs, il les amène à leurs activités sportives. Voilà comment il repart tout à la maison. Voilà comment Marco exprime son langage d'amour à la maison. Sophie, elle, c'est différent. Elle veut plutôt des paroles qui la valorisent. C'est-à-dire, elle veut entendre que je t'aime. Elle veut entendre de Marco, je t'aime. Elle veut recevoir des compliments. Elle veut être encouragée à son tour. Les deux sont dans la même maison. Ils ont deux langages différents. Le résultat, c'est quoi? Marco croit aimer parfaitement sa femme par le service qu'il rend. Mais elle se sent vide. Pour elle, ce n'est pas ça le problème. Sophie, quant à elle, croit que son mari est plutôt froid, il est plutôt froid à son égard, alors que lui, il est dévoué. La conséquence, c'est quoi? Les disputes s'enchaînent, chacun se sent incompris. Voilà ce que vivaient Marco et Sonia. Mais il y a eu un déclic un jour, parce que ils ont quand même pris part à une retraite de couple que maman là, organise souvent dans son bureau. Quand ils ont assisté à cette retraite de couple, ils ont découvert l'enseignement sur les langages d'amour. Il avait fallu de peu. Qui avait eu l'invitation? C'est Sonia qui avait eu l'invitation. Mais il a demandé à son conjoint, s'il te plaît, il y a un rendez-vous quelque part pour le coup. Est-ce qu'on peut y aller? Non, lui n'est pas. Vous savez, nous savons que nous, les hommes, nous n'avons pas l'habitude d'aller consulter. Nous nous croyons toujours forts. Nous nous croyons toujours efficaces. On préfère souffrir et mourir sans parler ou sans consulter. Et c'est ça le malheur de nous, les hommes. Sonia a trouvé des moyens pour le flatter, pour qu'il se présente à ce rendez-vous. Finalement, Marco a accepté le rendez-vous. Chez Marco, on retient toujours que le langage qui était dominant pour lui, c'était quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire quel était le langage qui était dominant pour Marco ici? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Et c'est Rendre par service à la quoi? maison. Rendre Faire des service à services, la non, maison. maman. Pour lui, c'était rendre service à la maison. Et pour lui, c'était sa part de langage. C'est ça qui était pourtant, qui était dominant pour lui. Et pour Sonia, quel était son langage dominant? Elle espérait l'attention et les mots d'amour. Ah là là, elle espérait l'attention, les mots d'amour. En d'autres termes, elle voulait entendre le je t'aime, je t'adore, tu es mon poupou, tu es ma nounou, tu es mon cœur. En dehors de toi, c'est le virage. Après toi, ce n'est que le virage. Voilà, voilà les langages. Et Sonia voulait un langage valorisant. Voilà. Donc, c'est une révélation. Marco comprend que pendant le colloque maintenant,
après l'exposé, parce qu'il y avait plusieurs couples à la rencontre, qu'il a pu venir à la rencontre. Donc, quand ils sont arrivés, pendant la rencontre, Marco a compris que ses gestes ne suffisent pas. Il a compris que sa conjointe Sonia avait besoin des mots. Mais Sonia, à son tour, a réalisé que Marco l'aime déjà, mais qu'il l'exprime autrement. Comprenez? Donc, chacun d'eux a compris là où il y avait un problème. En fait, les deux s'aimaient, mais ils se l'exprimaient différemment. Et quel a été le changement? À la sortie, n'est-ce pas, de cette rencontre de couple, Marco décide de dire chaque matin, parce qu'à cette rencontre-là, il y a beaucoup de choses qu'on a abordées, beaucoup de choses, on a donné beaucoup de petites bibites là pour permettre, n'est-ce pas, de raviver cette flamme-là qui s'éteignait déjà. Alors, Marco a décidé après cette rencontre, il a pris une résolution. Parce que lorsqu'on sort de cette rencontre-là, les couples doivent s'entendre. Les couples doivent prendre des résolutions et l'écrire dans leur agenda pour le pratiquer à la maison. On ne vient pas à ce séminaire-là ou à cette rencontre-là pour repartir comme on est venu. Non, on repart transformé et on prend des engagements pour ce qu'on doit faire à la maison. Alors, le changement chez Marco, c'est qu'il a décidé de dire chaque matin une phrase d'amour à Sonia, son épouse. Par exemple, tu es belle, tu as une belle coiffure aujourd'hui, je suis fier de toi, je t'aime, tu es mon chouchou, tu es ma mignonne. Voilà, il a adopté ce langage-là et les choses ont commencé à changer à la maison. Mais Sonia, de son côté, n'est pas restée les bras croisés. Elle ne pouvait pas supporter. Rappelez-vous de l'histoire du corbeau et le renard. Hein? Le corbeau avait son petit fromage de l'autre côté au ciel là-bas. Le renard était en bas. Pour faire sortir le bout de fromage de sa bouche, qu'est-ce qu'il a fait, le renard? Il fallait faire les louanges. Il fallait chanter les louanges de monsieur le corbeau. Oh, monsieur le corbeau, que tu es beau, que ton plumage est joli, ah, que tu es sympa, que tu es doré, que tu es chouchouté, que tu es belle. Mais le corbeau n'a pas résisté. Donc le corbeau, quand tu sens quelqu'un qui t'envoie des paroles valorisantes, des paroles qui te touchent, des paroles qui vont toucher ton cœur, des paroles qui te redonnent, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas rester la bouche fermée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le bec. Et qu'est-ce qui est sorti? Le fromage est tombé. Mais il a laissé pourquoi? À cause du langage valorisant, qu'il le valorisait. Donc il était tellement fier qu'il a oublié qu'il avait quelque chose dans le bec qu'il tenait bon à ça. Mais ça, c'était juste de passage. Donc, Sonia, de son côté, a commencé à remarquer et à remercier les gestes de Marc. Merci d'avoir réparé le robinet qui était cassé. Merci parce que chaque soir, tu t'occupes un peu de nos enfants. Ça me permet de faire autre chose. Merci parce que hier, tu as rangé le lit. Merci parce que hier, en revenant du travail, tu m'as gardé un petit morceau de chocolat que j'aime beaucoup. Elle a commencé à remercier tous les petits gestes de son conjoint. La flamme qui était en train de s'éteindre, ça a commencé encore à se raviver, à se raviver. Et la conséquence, c'était quoi? En quelques semaines, Sonia s'est sentie valorisée et aimée. Ça, c'est en quelques semaines. Marc s'est senti reconnu et encouragé dans tout ce qu'il faisait dans son ménage. Leur complicité est revenue. Les disputes ont diminué, les disputes se sont arrêtées complètement. Leur intimité spirituelle et émotionnelle s'est renforcée. Et
Marco a dit plus tard, quand il a rencontré maman Lina, le papa Guy Auger, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Ah, les papas, les mamans, je croyais que l'amour, c'était seulement agir. J'ai découvert que parfois, un mot vaut plus qu'un geste. Et ce jour, Sonia était là. Qu'est-ce que Sonia a dit en présence de son mari? Je croyais que Marc ne m'aimait plus. Je croyais que mon Marco ne m'aimait plus. Mais j'ai découvert qu'il m'aimait depuis toujours. Mais dans une langue que je ne comprenais pas. Ce couple vit heureux et on a vu que de là où ils sont partis et de là où ils sont arrivés, beaucoup parmi nous ici connectés, nous vivons les mêmes choses dans nos ménages. Nous ne savons pas remettre à César ce qui est à César. C'est difficile pour toi, avant de sortir de ta maison, d'aller donner un petit bec à ton épouse. C'est difficile pour ton épouse, en partant le matin, de venir te faire un petit câlin. Pourquoi? Et souvent, même pour le faire, on va chercher, on va d'abord guetter partout. On essaie de guetter partout si personne ne nous voit avant de donner le petit bec. Hey, on est mariés. On doit exprimer notre amour. Quand je me lève souvent à la maison ici pour faire câlin à ma femme, c'est mes enfants qui me disent souvent, ah papa, ta femme là, elle est très attentionnée à toi, hein. Aujourd'hui, elle t'a servi un gros plat avec de gros morceaux comme ça là. Pourtant, quand elle nous a servi tout à l'heure, quand on a voulu toucher, elle dit, ah, c'est pour papa, c'est pour papa. C'est ça. Ah, papa, ta femme là, partout où on va là, elle ne parle que de toi. Tout ce qu'on veut toucher, elle dit que non, votre père ne doit pas être content. Donc, les mamans et les papas, il y a ce langage que nous devons. Parce que nos enfants sont des modèles. Nos enfants, nous sommes les modèles pour nos enfants. Et ce que nous faisons, ils voient. Quand ton enfant sera grand, il va aller se marier. Nous avons deux grands enfants mariés là, deux grands mariés. Mais ils sont partis de la maison avec des façons de vivre, des façons d'agir. Et même quand ils viennent chez nous, ils voient comment on continue de le faire. Ils disent, mais papa, vous ne vieillissez même pas. Maman, je vous dis, hein, il n'y a pas de vieillesse dans l'amour là. J'ai souvent dit à qui veut l'entendre, si au début j'aimais ma femme à 100%, aujourd'hui, après 32 ans de vie commune, je l'aime à 350%, 400% même. Oui. Ah, je vous le dis, c'est sérieux ce que je vous dis là. C'est bien sérieux. Nous devons tout faire pour taire ces querelles que nous avons dans nos ménages. Et à cause d'une petite chose comme ça, là, il peut y avoir, tout peut s'embraser dans la maison. À cause des petits langages comme ça que moi j'ai tenu à ma conjointe et vice-versa. Nous devons connaître le langage d'amour de l'autre et vice-versa. Alors, je vais laisser la place à maman Lina maintenant pour nous dire un peu vraiment en fond ce que c'est que le langage d'amour, mais vous aurez compris ce que c'est que le langage d'amour, les types de langage d'amour et comment ça doit se vivre. Et après, on va faire le partage. Nous sommes à cœur ouvert. C'est vraiment le cœur qui est ouvert. On déballe. On n'est pas ici pour des... N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. C'est entre nous. On se donne, on se donne des pupitres pour avancer dans notre vie de couple. Parce que le mariage, c'est un fondement divin. Et Dieu n'avait pas prévu, Dieu n'a jamais prévu de divorce dans le couple quand il a fondé le mariage. Merci, maman Lina, je te laisse la parole. Voilà.
Eh bien, rebonsoir à tous. Donc, je suis très contente d'être là ce soir pour partager une fois de plus. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ici c'est le Jardin des parents. Une semaine sur deux, nous parlons de relations parents-parents et une autre semaine, nous parlons de relations parents-enfants. Nous avons pour but de donner notre contribution à ces crises qui existent dans nos familles. On le sait, les crises de couple au Canada, dans notre communauté afro-descendante. Notre communauté, il y a quelques années, était réputée être des communautés où les mariages duraient le plus. Mais de plus en plus, ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus le cas. Et quand ce n'est plus le cas, ça veut dire qu'il y a certainement des petites affaires à régler. Il y a des petites choses à régler. Il y a des susceptibilités qui arrivent tout simplement parfois par méconnaissance. On le sait que parfois, il y a des couples où ça veut prendre juste la tête de quelqu'un et on n'est pas ici pour encourager quelqu'un à échanger sa vie contre un mariage, mais on est juste ici pour consolider ce qui est consolidable, d'accord? Et donner notre participation. Notre participation n'est pas la sagesse supérieure, on est ici pour partager tous ensemble. Eh bien, voilà, ce soir, nous parlons toujours dans la sphère du leadership familial, nous parlons du langage d'amour. Je vais introduire en disant que le langage d'amour, là, c'est pas juste une histoire de mari et femme, c'est aussi une histoire de parents et enfants. Quand on ne connaît pas aussi le langage d'amour de son enfant, ça brise les relations. La méconnaissance des langages d'amour brise les relations parce que ça nuit à la communication et ça apporte des sous-entendus. Ça laisse les non-dits dans la maison et ça peut vraiment détruire là où il ne devait pas avoir destruction. Comme vous le savez, notre cheval de bataille, réduire les taux de séparation inutiles, réduire les taux de signalement dans les familles pour ce qui est de la DPJ. Vous pouvez vous demander c'est quoi le lien? Mais j'aimerais vous dire, en tant que travailleur social, il y a un lien, une corrélation très forte entre les violences conjugales et les signalements à la DPJ. D'office, lorsqu'il y a violence conjugale dans une maison, ça devient un facteur, ça devient un motif de signalement à la DPJ, du moment où on peut prouver que les enfants sont témoins de cette violence. Et comme on le sait, si on ne connaît pas nos différents langages d'amour, ça va créer des susceptibilités à la maison. Ça peut dégénérer et devenir des vrais conflits dans les maisons. Et quand il y a conflit, notamment ici au Canada, dans une maison, si on a des enfants mineurs à la maison, bon, la probabilité de voir sa famille être signalée, ses enfants être signalés à la DPJ est vraiment grande. Et je crois que personne ne veut vivre ça. Personne ne veut endurer le stress que le signalement apporte. On n'est pas venu dans ce pays pour ça. Quand on quittait le chez nous pour venir dans ce pays, le Canada, on ne venait pas pour subir la DPJ, quoi. On venait pour vivre avec nos enfants et parfois, quand il y a signalement, on a l'impression qu'on est devenu des diables pour nos enfants, comme si on ne les aimait pas du tout. Mais je ne crois pas qu'en fait, une maman passe le temps à coucher des enfants qu'elle n'aime pas euh, quoi que cela puisse arriver, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Et l'enjeu des langages d'amour en famille, c'est un enjeu très grand. C'est quelque chose que lorsque c'est connu et pratiqué, ça peut éviter bien de conflits. Alors ce soir, je vais vous parler du langage d'amour, notamment pour ce qui est des couples. Je vais effleurer un tout petit peu le cas des enfants, parfois, si j'ai l'opportunité. Et je voudrais te dire le thème aujourd'hui, je diffuse sur deux plateformes, du coup, vous allez perdre mon regard parfois. Euh, le thème aujourd'hui, c'est le suivant, connais-tu réellement son langage d'amour? Avant de laisser la maison s'envoler en éclats, dire qu'il n'y a plus d'amour à la maison, il ne t'aime pas, il ne t'a jamais aimé, connais-tu vraiment son langage d'amour? Avant de te dire que malgré tout ce que tu fais, cet enfant-là ne reçoit rien, il ne comprend rien, ton époux là, ton épouse là, ne comprend rien, ne considère rien, pose-toi la question, est-ce que je connais véritablement son langage d'amour? Le langage d'amour de l'autre n'est pas celui que tu préfères donner.
Ça, c'est quelque chose à clarifier. Ce n'est pas le langage que tu préfères donner. Nous avons vu dans le cas que Papa Guy Roger a récité tantôt, l'étude de cas qu'il a apporté, que la femme avait un langage d'amour et elle se sentait aimée lorsqu'elle écoutait des paroles valorisantes, alors que le mari, lui, croyait qu'il donne de l'amour lorsqu'il l'aide à accomplir des tâches. Mais cette femme-là n'avait jamais compris qu'accomplir des tâches, l'aider à accomplir des tâches était sa façon à lui de donner de l'amour. Et lui, le monsieur n'avait pas raison en ce sens que quand on veut donner à l'autre, on donne ce que l'autre veut recevoir. Vous comprenez? Donc, le langage d'amour de l'autre n'est pas nécessairement ce que toi, tu veux donner. Quand on est en couple, on est là pour un échange. Chacun doit recevoir et la meilleure chose à recevoir de l'autre n'est pas ce qui plaît à l'autre, mais c'est plutôt ce qui nous plaît à nous, en fait. Donc, mais celui que l'autre a besoin de recevoir, c'est ça le véritable langage d'amour que tu dois connaître ce soir. Beaucoup de conflits, comme je le disais d'entame de mes propos, naissent dans le couple par manque, pas par manque d'amour, mais par manque de discernement d'un langage d'amour adapté, par manque d'une expression adaptée du langage d'amour. On donne ce qu'on aime recevoir sans comprendre ce que l'autre attend de nous. Et c'est toujours ça parfois. Parfois, on va s'époumoner comme épouse dans une maison, à cuisiner toutes sortes d'affaires, à transpirer le soir, la sueur sur nous, c'est catastrophique. Il arrive juste, la sueur fait qu'il veut se tenir à distance. Et on est malheureux en se disant, mais je l'aime, j'ai passé ma journée à m'épuiser pour lui, mais lui, il ne voulait pas ça. Il aurait voulu te trouver dans une bonne musette, dans une bonne tenue de soie, bien lavée, bien coiffée, peut-être avec ton bon parfum. Peut-être son visuel, ce qu'il voit compte beaucoup pour lui. Peut-être son odorat, ce qu'il sent compte beaucoup pour lui. Mais tu as passé peut-être la journée dans les condiments de taro, les condiments de cuit, et tu ne fais que sentir ça. Et du coup, il ne reçoit pas ça comme de l'amour. Donc, parfois, c'est important de connaître l'autre. Alors, le premier langage d'amour que je vais expliquer simplement terre à terre ici ce soir pour que nous comprenions, c'est ce qu'on appelle les paroles valorisantes. Je dis en commençant qu'il y en a 5, mais ce sont les paroles valorisantes, le premier que je vais aborder. La parole valorisante, c'est des petites choses. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte rien, c'est juste les mots, mais des mots empreints de bienveillance que tu dis à l'autre. C'est valable pour le couple et c'est valable pour les enfants aussi. Certains enfants sont réfractaires dans la relation tout simplement parce qu'ils ne reçoivent pas. Quand on dit à l'enfant, viens, on ne le dit pas avec bienveillance. Pas si, c'est comme ça. Donc, des affaires, des comportements comme ça, des paroles tranchantes comme le couteau, les paroles qui ne sont pas valorisantes. On ne dit pas merci à l'enfant. L'enfant fait telle chose, c'est juste un droit, c'est juste un devoir. On ne peut pas lui dire merci mon enfant d'avoir fait la vaisselle, merci d'avoir fait ta chambre, merci d'avoir pris ton bain à temps sans que je n'ai besoin de te rappeler. Mais l'enfant parfois va venir dire maman, j'ai déjà pris mon bain. Et puis quoi? Tu es censé le faire. Et parfois, quand on est brut comme ça, l'autre peut ne pas recevoir, l'autre peut se sentir non aimé dans sa propre famille et ça va briser la relation. Donc, les paroles valorisantes, ce sont des petites paroles qui ne coûtent pas cher, mais qui sont empreintes de bienveillance, qui sont empreintes de tendresse. C'est de dire merci, c'est de dire je suis fière de toi, c'est de dire combien l'autre compte pour toi. Pour ces personnes qui reçoivent l'amour de cette façon, les mots sont une nourriture émotionnelle. Beaucoup de couples, quand je suis en intervention de couple, j'en comprends beaucoup, surtout dans notre communauté. Je ne sais pas, mais je crois que c'est un enjeu culturel. Il y a un enjeu culturel chez nous qui fait que généralement, surtout les hommes ont de la difficulté à donner des paroles valorisantes. Généralement, les hommes. Je ne veux pas généraliser, je ne veux pas dire que tous les hommes, parce que ce n'est pas vrai que c'est tous les hommes, mais des hommes d'une certaine culture ont de la difficulté à donner des paroles valorisantes.
Pour eux, tout n'est que devoir. Pour eux, tout n'est que droit. Et donc, c'est comme une relation machinale à la maison. Elle doit faire ci, elle doit faire ça, il doit faire ci, il doit faire ça. Il n'y a pas de reconnaissance possible. Et lorsque c'est comme ça, on détruit la relation qu'on a construite à petit feu, en fait. Plus la personne va se sentir moins aimée, moins la relation va survivre. Et plus les conflits, les possibilités de conflits vont abonder dans la maison. Alors, j'aimerais dire aujourd'hui que les conflits typiques que ressentent les personnes qui attendent des paroles valorisantes naissent du fait que l'autre ne parle pas. Naissent du fait que l'autre boude. Bouder, parfois, pour ces personnes-là, les bouder, c'est une grande violence psychologique. Et lorsque tu es en train de bouder vraiment une personne qui reçoit de l'amour par les paroles valorisantes, que ce soit ton conjoint, ta conjointe ou ton enfant, eh bien, tu es en train d'appliquer de la violence psychologique à cette personne. Les silences. J'accompagnais une dame cette semaine, je corrigeais le livre d'une dame cette semaine et tout son livre tournait autour des silences qui l'ont brisé, des silences qui ont brisé sa mère. Quand le livre de cette dame-là va sortir, je vais l'inviter ici pour qu'elle fasse une présentation à nous parce qu'elle a vraiment quelque chose à dire. Et elle parle des silences. Elle raconte comment dans leur famille, l'arme que son père avait contre sa mère, c'était le silence, l'ignorance, le mépris. Et pourtant, sa mère était du genre à recevoir de l'amour par des paroles valorisantes. Cette mère-là supporte encore son mariage jusqu'à aujourd'hui, peut-être 45 ans plus tard, en espérant toujours le jour où son mari va pouvoir lui dire « je t'aime ». Où son mari va pouvoir lui dire « tu comptes pour moi ». Où son mari va pouvoir lui dire « merci pour le repas que tu as fait, j'ai aimé ». Elle dit, quand sa mère servait le repas à son père et que sa mère marquait même le kilomètre de plus pour dire à son père, chérie, est-ce que tu as aimé? Si j'ai pas aimé, tu fais quoi? Si j'ai pas aimé, tu fais quoi? Hein? Donc, franchement, c'est une source de conflit typique pour ces personnes-là qui attendent de recevoir de l'amour par des paroles valorisantes. La deuxième catégorie de paroles valorisantes que je vais présenter simplement ici aujourd'hui, c'est les moments de qualité. Oh, pareil. Les moments de qualité du temps présent. Encore une fois, dans le livre de cette fille-là, je pouvais la corriger et je voyais comment elle parlait du silence et des absences de son père. Tu sais, quelqu'un est dans la maison avec toi, mais absent plus que jamais. Il t'ignore. C'est même pas comme s'il est là. Donc, les moments de qualité, c'est difficile avec ce genre de personnes. Il faut être présent. C'est des moments spécifiquement, intentionnellement choisis pour être présent avec l'autre physiquement et émotionnellement. Pas seulement la présence physique dans une maison, où tu ne sais même pas ce que l'autre fait, tu ne t'en préoccupes pas, mais plutôt une présence émotionnelle davantage. Une présence qui nourrit l'autre, une présence qui encourage l'autre, une présence qui rappelle à l'autre qu'il n'est pas seul. Quand je parle comme ça, réfléchis à ta maison. Si tu es un homme ici, réfléchis à ta maison. Est-ce que tu offres cette présence-là dans ta maison? Si tu es une femme, est-ce qu'il y a des moments où tu offres à ton conjoint des absences? Pourtant, tu es là physiquement. Tu l'ignores royalement et c'est comme s'il est seul. C'est comme si vous êtes devenus des voisins dans la même maison. Chacun est dans son quartier général. Donc, des moments de qualité, c'est des moments intentionnels où entre couples, vous pouvez même aller garder les enfants quelque part.
Et prendre ce moment-là, autorisons-nous, parce que c'est des moments qui rechargent de l'énergie pour continuer. Nous sommes dans un pays où il y a tellement de stress, tellement d'obligations, tellement de factures, le coût de vie qui flambe et on court derrière les emplois 5 à 7. On oublie nos talents en arrière, on ne monétise rien et du coup, on se trouve pris dans l'étau. On n'a pas le temps pour les enfants, on est au travail. Si on ne part pas au travail, on n'a pas de revenus. Même quand bien même on part au travail, le revenu ne suffit jamais pour payer toutes les factures. Ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on pourra explorer aussi ce sujet-là. Comment développer la sagesse de finalement quitter Babylone pour être vraiment libre et gagner l'argent quand même. Parce que c'est quand tu es libre, quand tu es libre, tu as plus d'opportunités de créer ces moments de qualité. Mais je ne veux pas dire que c'est une excuse pour ceux qui sont en emploi de ne pas se donner ces moments de qualité. C'est vital pour notre maison. Peut-être ton conjoint est quelqu'un qui reçoit de l'amour au travers des moments de qualité. Peut-être ta conjointe, ta femme, est quelqu'un qui reçoit de l'amour au travers des moments de qualité. Même si vous êtes des employés, il y a toujours un moment. On a nous tous 24 heures. J'ai un livre ici que j'ai écrit, 24 heures pour tous. C'est pour dire que on n'a pas d'excuse à se dire qu'on n'a pas le temps, en fait. Parce que ceux-là qui ont construit une famille équilibrée ont combien d'heures dans leur compteur chaque jour? 24 heures. Ceux-là qui ont des enfants bien éduqués, qui donnent le temps aux enfants, ils ont combien d'heures dans leur journée? 24 heures. Ceux-là qui ont des grandes entreprises, ils ont combien d'heures dans leur journée? 24 heures. Donc, manquer nos temps de qualité dans notre famille, ce n'est pas une histoire de manque de temps. C'est dire qu'on manque de temps, ce n'est qu'une excuse. C'est une excuse qu'il faut éliminer parce que c'est vital dans les relations, n'est-ce pas, Latine? Donc, il faut trouver ce temps-là. Aller garder les enfants s'il le faut, sortir de la maison, aller au sauna, aller dans un hammam, réchauffer le corps, aller au massage, profiter même des PAE que les entreprises offrent pour ceux qui ont la chance d'en avoir au travail. Les assurances parfois payent des choses qu'on peut s'offrir en tant que moment de qualité. Et des fois, nous ne lisons même pas nos contrats de travail pour savoir ce qu'offrent nos avantages sociaux en fait. Puis nous courons dans tous les sens. Mais la vérité, c'est que nous oublions que du jour au lendemain, nous avons toujours besoin de notre corps pour continuer à courir. Et les moments de qualité, c'est les moments où tu viens décharger le stress, où tu viens évacuer les potentiels conflits qu'il pouvait avoir. C'est le moment où vous prenez le temps de communiquer, de planifier les projets, de revenir sur des sujets importants, de lever les malentendus, d'éliminer les doutes, de construire la vision familiale ensemble et la transmettre aux enfants. Dans une famille, il faut faire preuve d'un leadership exceptionnel. Parce que ta famille, c'est ta première entreprise. Tu dois te connaître et tu dois connaître les autres personnes qui sont avec toi. Quand vous avez la possibilité de passer les tests de personnalité, même en famille, faites-le pour connaître la personnalité des différentes personnes que vous avez à la maison. Comme ça, vous allez mieux vous connaître entre vous et chacun va pouvoir améliorer la qualité des relations que vous tissez entre vous. Donc, la troisième catégorie de langage d'amour que je veux partager ce soir pour un meilleur leadership familial, c'est des cadeaux et attention. Il n'est pas matérialiste de donner le cadeau. Donc, ce n'est pas une histoire de matérialisme. L'autre veut trop le matériel. Ce n'est pas une histoire de ça. Parce que des fois, une personne qui aime les cadeaux là n'est même pas dans les trop grosses choses. C'est parfois des personnes qui aiment même les petites choses. C'est la façon de donner qui compte. C'est ce qui va avec qui compte. J'étais sur Facebook hier, j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire, que le bonheur est dans les petites choses.
J'ai vu une vidéo où on montrait une dame qui revenait de l'hôpital. Elle avait accouché. Et en arrivant dans leur maison est dans en tout cas de ce que je voyais, c'était comme une zone rurale. C'était pas une maison chic, chic, chic là. C'était comme une zone rurale. Et en retournant de l'hôpital avec le bébé, le monsieur s'était dévancé à la maison. Peut-être quelqu'un d'autre a vu ça sur Facebook comme moi. Et il avait découpé, je ne sais pas si c'était les morceaux de quoi, il a étalé ça comme si c'était le tapis rouge. Comme si c'était le tapis. Et les fleurs qu'il a mis jonchées de deux côtés, vous savez quoi? C'était des branches d'arbres de paix, là. Il avait planté ça de part et d'autre. Et sa femme sortait de l'hôpital et c'est ce décor qu'elle a trouvé, en fait. C'est ce décor qu'elle a trouvé. Cette femme-là va voir ça comme une belle attention. En fait, ça n'a pas coûté de l'argent à ce monsieur, mais ça a exprimé son cœur. Ça a exprimé la disposition de son cœur. Donc, des fois, les gens qui se nourrissent de cadeaux et d'attention n'ont pas seulement besoin que tu achètes de la prochaine Tesla pour leur donner, en fait. Je crois que la mesure du cadeau attendu par chaque femme ou chaque homme est vraiment corrélée à votre niveau de vie aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui va attendre juste le petit bout de chocolat, mais cette personne a envie de voir que vous vous souvenez d'elle quand vous êtes à l'extérieur. Vous pensez à elle. Vous apportez une petite attention. Un homme peut en rentrant dans sa maison comme ça, passer, je ne sais pas, même quelque part, même si c'est les soldes, prendre même une belle nuisette comme ça. Tu rentres à la maison, tu donnes à ta femme. C'est même soldé à 25 $, c'est pas grave. Arrive, tu lui donnes ça en lui racontant combien elle est importante pour toi. En lui disant que si j'étais en mesure de te donner 1 million de $, je l'aurais fait. Mais cette nuisette de 25 $ soldée là, donc c'est-à-dire c'est moins que la friperie là. Ça exprime la grandeur de mon cœur, ça exprime la dimension, tu vois. Donc, parfois, ceux qui sont dans les cadeaux et les attentions ne sont pas nécessairement toujours dans les plus grandes choses. Et des fois, si on voit un couple où la femme attend un très gros cadeau de son mari, cela est révélateur de ce qui a cachotterie au niveau des finances. Parce que si les finances sont transparentes, et que la femme sait que mon mari, là, il a pour tout et pour tout tel argent. Bah, il est hors de question qu'elle attende la Tesla le soir. Il est hors de question qu'elle attende le jet privé ou bien. Donc, des fois, quand le cadeau attendu par la personne est démesuré, cela est tout simplement révélateur qu'il n'y a pas de transparence au niveau des finances. Il y a des non-dits au niveau des finances et du coup, la personne vous voit peut-être, vous, son conjoint, comme si vous aviez, je ne sais pas, comme si vous aviez l'argent que vous n'avez pas normalement, en temps normal, vous n'avez pas ça. Mais selon la personne, puisqu'elle ne sait pas, elle s'est fait une idée qui lui appartient. Et le conflit typique des personnes qui reçoivent de l'amour au travers des cadeaux et les petites attentions, c'est genre, tu ne m'offres jamais rien. Tu ne fais jamais attention à moi. Le jour de Saint-Valentin, jamais zéro fleur, aucune rose, même pas celle qu'on cueille dans la cour. Zéro. Vous savez, les enfants connaissent ça. Les enfants connaissent ça. Si tu es au Canada comme moi, tu reconnais en été, là, quand le printemps arrive et que la neige est partie, le gazon est vert. Généralement, dans les gazons, il nous arrive d'avoir des fleurs de pissenlit, les fleurs jaunes, là. Et pourquoi je dis que les enfants connaissent ces langages d'amour, c'est que parfois au printemps, habituellement, quand ma fille va à l'école, ma fille aujourd'hui, elle a 11 ans, celle qui est préado, elle a 11 ans, et quand elle vient de l'école parfois, là, elle va venir avec un bouquet de pissenlit. Ça dit, elle ouvre la porte en tenant un sac comme ça. Allô maman, je t'ai gardé une belle fleur, je voulais te faire plaisir. Tu vois?
Cet enfant n'est pas capable d'acheter rien. Cette fleur-là n'est rien. Parfois, c'est juste une feuille d'érable, une belle feuille d'érable en automne qui a jauni. Que l'enfant peut te montrer, maman, je t'ai gardé ça, j'ai trouvé ça joli, je t'ai gardé. Les enfants sont dans la simplicité. Et parfois, ces langages d'amour-là, c'est de l'exprimer dans la simplicité, en fait. C'est de l'exprimer dans la simplicité. Pour ne pas créer des sous-entendus, des conflits qui ne devraient pas exister. Pour ne pas avoir un homme qui finit par penser, cette femme-ci ne m'offre jamais rien. Et les hommes, parfois, contrairement à ce que certains gens pensent, les hommes parfois aiment les petits cadeaux. Juste de lui acheter une paire de chaussettes lui donne un message. Juste de changer ses sous-vêtements lui donne un message. Les femmes aussi aiment ça. De passer, acheter, renouveler les sous-vêtements de votre femme. Mais il y a des personnes qui ne connaissent même pas la taille du sous-vêtement de leur femme, ou bien qui ne savent même pas quelle taille elle porte. C'est la honte. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas la taille. Et ce n'est pas bon. Maintenant, si tu ne sais même pas quelle taille de sous-vêtements ta femme porte, tu ne sais même pas quelle taille de vêtements elle porte, tu ne sais rien. Et si elle est le genre de personne qui reçoit de l'amour, ou bien qui reçoit de l'amour par les cadeaux et les petites attentions, cette femme-là va tout simplement conclure qu'elle n'est pas aimée parce qu'on ne lui donne jamais de l'attention, on ne la connaît même pas, on ne sait rien sur elle, c'est le sentiment qu'elle va avoir. Et lorsqu'elle va avoir le sentiment, vous savez ici, nous travaillons pour que les enfants ne tombent pas dans une vulnérabilité psychosociale. Lorsque la femme aura ce sentiment-là et qu'elle va se sentir moins aimée, qu'est-ce que ça va engendrer? Des conflits à la maison. Et les petits conflits peuvent toujours dégénérer et devenir des grands conflits. Et lorsque ça devient des grands conflits, les enfants en souffrent. Il y a un adage qui dit que lorsque les éléphants bagarrent, c'est les herbes qui souffrent en fait. Des fois, lorsqu'il y a conflit entre couples à la maison, ne croyons pas que nos enfants sont en paix. Nos enfants sont affectés par ça. L'idéal, c'est d'avoir la connaissance, de savoir ces choses et de prévenir en fait. Quatrième langage d'amour que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est le langage d'amour de ce monsieur dont on a récité son cas au début. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Les services rendus. Les services rendus. Les services rendus, c'est quoi? Dans les mots simples, c'est des gestes concrets. Vider la poubelle, faire un thé et l'offrir à l'autre, aider à habiller les enfants le matin. Peut-être on a déjà 5 enfants à la maison, il faut porter 5 pyjamas le soir. Et c'est toujours une seule personne qui fait le tout pendant que l'autre zappe la télé. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? C'est peut-être de venir, ne pas faire tout, ne pas faire grand-chose, mais montrer au moins qu'on est présent. Moi, je me souviens, je vis avec la maman à la maison, ma belle-mère, et des fois, elle n'a pas la force pour faire grand-chose. Mais des fois, elle va me voir à la cuisine en train de cuisiner. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut prendre un oignon et elle nettoie. Elle nettoie. Elle dit, est-ce que tu veux que j'aide à nettoyer l'oignon? C'est sa façon, en fait. Cet oignon qu'elle a nettoyé ne cuisine pas le repas que je suis en train de cuisiner. Mais elle a exprimé, elle a donné sa touche affective, en fait, par un service rendu. Et ce service-là, je reçois ce service avec gaieté de cœur. Donc, des fois, ce n'est pas de faire des grandes tâches, mais c'est de montrer à l'autre au moins que tu vois que tu vois comment elle est en train de travailler. Tu passes, tu mets un tout petit peu la main. Tu passes, tu lui donnes ne serait-ce qu'un tape au dos en disant courage. Mais même le mot courage là, il y a un autre que sa bouche était pincée comme ça depuis. Il dit rien.
Il dit rien. C'est parfois de juste venir faire des gestes concrets, un geste émotionnel, de donner un tape au dos. Je vois que tu es debout depuis 5 heures, tu es en train de faire des choses. Courage, vraiment. Je suis occupée à tes choses en ce moment. Si à un moment donné, tu crois que je peux t'aider, n'hésite pas de m'appeler. C'est de dire des affaires comme ça. Franchement, le dire ainsi peut remplacer complètement le service rendu. Parce que l'autre se plaint des services non rendus lorsqu'elle présume le manque d'intérêt de l'autre. Mais si elle sait que tu as de l'intérêt, mais qu'en ce moment tu es occupé à faire telle chose, ça va la peser en fait. Mais on peut voir aussi des familles où tout pèse sur les épaules d'une personne. Dans la maison, au niveau des services rendus, là, parfois de la maman, tout pèse sur elle. Les mamans qui sont divorcées pour ces raisons-là en savent quelque chose. Elle a tellement porté parfois qu'elle se dit que je n'en peux plus. Il vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée. Donc, des fois, c'est ça en fait. Des fois, c'est pendant qu'elle est déjà en train de faire les déjeuners des enfants, faire les boîtes à lunch le matin, si tu viens le dire, chérie, pendant que tu es en train de faire ça, j'ai quand même fait notre lit. J'ai fait notre lit, je crois que ça va soulager un peu. Peu importe comment sa journée va être difficile, ses tâches vont être ardues, elle ne t'en voudra pas parce qu'elle sait que tu ne manques pas d'intérêt en fait. Et c'est vice-versa, n'est-ce pas? Aussi, nous pouvons voir d'un autre côté, avec la communauté afrodescendante, nous avons une culture où la plupart des femmes sont dans un couple et sont attentistes de ce que le mari pourvoyeur donne. Du coup, elles attendent l'argent du cube, l'argent du piment, l'argent de l'oignon et tout. Par contre, le mari qui est peut-être entrepreneur et quelqu'un qui est entrepreneur le sait, l'entrepreneur, son travail, c'est grave, c'est beaucoup de tâches à faire. Le mari qui est peut-être entrepreneur ne ressent jamais le soutien de la femme dans son travail. Et ça peut être vice-versa, hein. Ça peut être aussi la femme entrepreneur qui ne ressent pas l'appui de son époux dans le travail entrepreneurial. Mais j'aimerais dire à une femme ici que si ton époux devient un excellent entrepreneur sans toi, dis-toi qu'il a réussi avec une femme. Parce que ça ne se fait pas seul. Ou vous le faites à deux et ça réussit, ou tu l'abandonnes avec, et il va le faire avec la secrétaire et tu vas attendre l'argent du cube, l'argent de l'oignon, l'argent de je ne sais trop quoi. L'argent de ta perruque, l'argent de tes ongles. Donc, si tu sais que ton mari aussi a des occupations importantes, trouve le moyen de l'aider, de le soutenir dans ce qu'il fait. Et vice-versa. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est les hommes qui sont les meilleurs entrepreneurs dans les maisons. C'est vraiment vice-versa. Des fois, il y a des couples où c'est la femme qui est entrepreneur. Elle va faire tous les millions de tâches qu'un entrepreneur est appelé à faire. Elle va revenir être femme à temps plein à la maison, cuisinière à temps plein, maman à temps plein, pendant qu'un gars zappe la télé. Pendant qu'un gars écoute les délits politiques. Et du coup, cette femme-là va se sentir tellement seule. Elle va se sentir tellement abandonnée dans sa propre maison. Ça, c'est le domaine des services non rendus, en fait. Il faut faire quelque chose de symbolique. Si tu passes, tu vois la poussière quelque part dans ta maison, même si tu es un homme, passe la guenille. Ta femme n'est pas ta boniche. Passe la guenille, tout simplement. Contribue. Si toi, la femme, tu passes, tu vois aussi qu'il a négligé même un paire de chaussettes par là-bas. Ne fais pas la guerre de la vie sur ça. Ramasse et dis-lui tout simplement, chérie, tu as oublié les chaussettes, ça a traîné là-bas. S'il te plaît, la prochaine fois, peux-tu mettre ça dans le panier de linge sale?
mais ramasse, ne fais pas la crise. Ne pique pas une crise à n'en plus finir, en fait. Tu vois. Vous savez, c'est notre capacité à nous gérer émotionnellement qui nous donne la compétence en leadership. Un leader ne peut pas se laisser traîner par ses émotions. Et la base de la construction émotionnelle de l'être humain, c'est dans sa maison, en fait. Là où tu apprends à te mettre en relation avec les gens, c'est dans ta maison. À l'extérieur, tu ne fais qu'étendre ce que tu as déjà travaillé chez toi. Ton caractère se travaille dans ton unité familiale. C'est là où il faut expérimenter l'amour, il faut expérimenter la bienveillance, il faut expérimenter le pardon, il faut expérimenter l'ouverture, le travail d'équipe, tout ce qu'il y a dans notre caractère qui va faciliter euh, l'interaction avec les autres, même au niveau professionnel, au niveau entrepreneurial. Le leadership entrepreneurial, le leadership professionnel que tu vas exercer à l'extérieur est accouché par ton leadership au niveau familial. Tu ne peux pas être un piètre leader familial et être un meilleur leader dehors. Si tu es un piètre leader familial et tu es un meilleur leader dehors, ça veut dire qu'entre les deux endroits, il y a un endroit où tu portes un masque. Une personne devrait être authentique autant à la maison qu'à l'extérieur. Une personne devrait être pareille autant à la maison qu'à l'extérieur. Mais si tu réalises qu'à la maison, et on peut voir ça au niveau de la communication, hein, des personnes qui à la maison, ils crient sur les enfants, mais Dieu, ils parlent comme l'agneau. Oh oui, l'agneau. Tu joues le cinéma, tu portes les masques. Quelle est la vraie personnalité? C'est ce qui est dedans à la maison ou c'est ce qui est à l'extérieur? Il faut que tu clarifies ça. Et tu deviens aligné. La même personne à la maison, la même personne dedans. Moi, j'ai souvent senti ça dans les Zooms. Je connais peut-être quelqu'un, je sais comment cette personne parle à l'extérieur dans les Zooms. Puis quand son micro est ouvert par hasard dans un Zoom, oh là, tu découvres une autre personne qui parle d'une autre façon. C'est là où tu comprends l'importance de l'alignement en fait. C'est là où tu comprends que des fois, on joue beaucoup les personnages, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. On joue beaucoup les personnages. Mais pourtant, nous sommes appelés à être la même personne, n'est-ce pas? Mais je suis d'accord que les types de personnalités s'expriment aussi en fonction du cadre, je le sais, mais il y a des choses fondamentales, comme la capacité à aimer, comme la capacité à ne pas embarquer dans une colère maladive. Ça devrait quand même nous accompagner, qu'on soit à la maison ou à l'extérieur. Si on est une personne qui porte de la douceur, on n'est pas obligé d'avoir un endroit où on crie. On devrait être doux partout, en fait. Et le cinquième langage, c'est... Non, avant d'arriver au cinquième langage, j'aimerais vous dire le type de conflit, les conflits typiques des personnes qui reçoivent de l'amour par des services rendus. C'est de dire le partenaire ne fait rien, ressenti comme un manque de respect, manque d'implication. Moi, je vois souvent ça en accompagnement où les femmes me disent, il ne fait rien à la maison. Tout ce qu'il fait, c'est aller à son travail. Il revient, il zappe la télé. Il revient, il gronde. Il ne fout rien. Aucun de mes enfants n'a jamais mangé un linge que c'est lui qui a apprêté. Il n'a jamais rien fait. Les femmes disent habituellement des choses de même. Tu vas voir les femmes qui vont se plaindre que tous nos enfants sont nés comme ça jusqu'à cet âge. Il n'a jamais changé une couche à un enfant. Il ne sait même pas comment ça se passe. C'est comme s'il n'a jamais fait d'enfant. Allô, les papas? Allô? Des fois, au Canada, le système vous contraint à le faire. À le faire, les papas. Parfois, les papas qui ne voudraient pas le faire, le système les contraint quand même à le faire, à s'impliquer à la maison, à accompagner leur femme véritablement, à garder l'enfant pleinement. Et lorsqu'on est arrivé à la séparation, si on fait la fainéantise jusqu'à ce que la séparation arrive, qu'on a de la garde partagée, eh bien, ta semaine, toi qui ne voulais pas défaire les couches à l'enfant, là, dans ta semaine de garde, c'est qui va faire ça pour toi? Donc, il est bon d'être équilibré. Il est bon d'apprendre à connaître ces langages d'amour
pour pouvoir vivre une vie familiale épanouissante pour tous. Le cinquième langage d'amour que je vais partager aujourd'hui, c'est le toucher affectif. Le contact physique sain, câlin, main tendue, main tenue, marcher main dans la main, caresse, proximité. Mais parfois, je suis impressionnée de voir des fois, mon bureau est sur une rue, sur la rue Sainte-Anne, et des fois, je regarde à la fenêtre. Des fois, tu peux voir un couple qui marche, et du coup, tu sais un peu comment ce qui se passe entre eux. Ils sont en train de marcher, mais l'homme est devant, la femme est en arrière, comme si elle était en train de courir après lui, et vice-versa. Ils ne sont jamais ensemble, main dans la main. Ils ne sont jamais en train de marcher au même niveau. Ça exprime complètement comment ils vivent, en fait. Ça exprime qu'il y a quelque chose dans le fond. Puis après, tu vas observer un autre couple qui prend leur marche, les mains dans les mains. Ils sont en train de marcher tranquillement, de parler, de s'échanger. Mais ceux-là qui sont en route, l'un est devant, à 2 mètres de l'autre, l'autre est en arrière, en train de suivre. On sent que ces deux colocataires qui sont en train d'aller faire un même devoir. Peut-être qu'ils sont en train d'aller à la garderie faire le devoir de prendre l'enfant. Sauf qu'ils sont tellement colocataires qu'ils ne marchent pas ensemble. Ils ne se tiennent pas main dans la main. Ils ne marchent pas côte à côte. Chacun a son coin. Chacun est dans sa case, en fait. Il n'y a pas de toucher possible. On dirait que l'un repugne l'autre. Pourtant, il y a des personnes dont leur langage d'amour, c'est le toucher affectif. Il y a des personnes qui sont câlineux, n'est-ce pas? Qui veulent qu'on les prenne dans les bras. Il y a des personnes qui aiment la main tenue pour marcher, qui vont aimer les caresses, qui vont aimer une petite tape au doigt en passant, pas fait comme si tu ne le vois pas. Il y a des personnes qui vont aimer la proximité. Tout comme il y a aussi des personnes qui ont horreur de ça, en fait. Oui, oui, je parle d'un papa Guillaume me demande c'est quoi le toucher sain. Lui, le toucher sain, c'est qu'il y a des touchés comme il y a des touchés rugueux en fait, des touchés agressifs. Bah, si quelqu'un veut te toucher dans les cheveux, genre caresse dans les cheveux, et que tu en viens à te sentir les cheveux tirés comme ça, là, c'est plus un toucher sain. Il faut qu'il y ait de la tendresse dans ce qui se fait. Dans le toucher, là, il y a le toucher là-bas. Il envoie ses doigts là-bas. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait de la tendresse dans ce toucher. C'est pour ça que je parle d'un toucher sain. Il ne faut pas que ton toucher ressemble à une gifle, en fait. Voyons. Il faut que ce soit une main douce. Donc, c'est ça. Et le conflit typique de ces genres de personnes qui reçoivent de l'amour au travers du toucher affectif, c'est de lui offrir la distance. Quand tu marches là-bas et lui marche là-bas, bah, elle va se sentir pas aimée. Quand vous ne pouvez pas vous asseoir côte à côte, la personne ne va pas se sentir aimée. Quand vous pouvez parfois même pas manger dans la même assiette, il faut vraiment que chacun se tienne à ses affaires. La personne ne doit pas se sentir aimée. Et j'aimerais finir en disant que beaucoup disent, mais je l'aime. Et l'autre répond, je ne le ressens pas. Donc, des fois, ce n'est pas l'amour qui manque dans des maisons, c'est parfois juste que notre façon de l'exprimer ne correspond pas à la manière dont l'autre veut recevoir. Et voilà, lorsque ceci arrive, on n'apprend pas à connaître le langage d'amour de l'autre, cela peut créer des frictions et avoir un impact sur la famille. Ça peut faire que le couple ne se comprenne pas, créer des tensions à la maison, biaiser le climat affectif à la maison, faire de nos enfants des tampons émotionnels qui vont absorber juste la violence, les absences, les silences, le traumatisme psychologique à la maison. Nos enfants vont devenir des éponges qui absorbent la frustration,
Mais ces frustrations-là que nos enfants absorbent, ça va sortir quelque part. Ça va peut-être sortir dans la cour de l'école. Et on va vous appeler pour vous dire que votre enfant est violent dans la cour de l'école. Vous allez dire que non, ce n'est pas mon enfant. Oui, c'est votre enfant. Et la violence que l'enfant déverse dans la cour de l'école, il a absorbé ça quelque part. Mais des fois, nous ne sommes pas conscients. Parce que lorsqu'on vit ces choses-là, la problématique, c'est qu'on n'en est parfois pas conscient. Et tout ce qu'on fait, c'est blâmer l'autre. On ne se regarde à aucun moment dans le miroir pour se dire, est-ce que moi, je fais bien ce qu'il faut faire? Quand le couple se comprend bien et que chacun connaît le langage affectif de l'autre, cela crée une certaine fusion. Ça crée une certaine fusion. Ça crée un modèle d'amour sain. Ça crée une sécurité affective pour les parents et surtout pour les enfants. Souvenez-vous que nous travaillons dans le jardin des parents pour équiper les parents, mais surtout pour le bénéfice des enfants. Quand on commence à dire que les familles afrodescendantes sont les plus nombreux représentées en termes de signalement à la direction de la protection de la jeunesse, il faut que nous nous regardons dans les miroirs et que nous résolvons nos problèmes. Que nous commençons à regarder comment est-ce que nous construisons la sécurité affective à la maison. Et la base de la sécurité affective, c'est le langage d'amour. Il y a des parents qui crient machinalement sur les enfants, mais qui peuvent vous dire à quel point ils aiment leur enfant. Mes parents, ça veut dire que tu chantes l'amour, mais tu n'exprimes pas l'amour. Parce que l'amour est doux, en fait. L'amour pardonne. L'amour est compréhensif. L'amour ne fait pas du mal. Comme le dit, c'est quel livre dans la Bible encore? Le livre 1 Corinthiens 13. L'amour ne fait pas du mal. Donc, quand on vient à dire que les familles afrodescendantes sont sont surreprésentées dans les signalements à la DPJ, il faut s'asseoir, il faut arrêter de dire le système est mauvais, le système nous oppresse. Je pense que l'idée, c'est de s'asseoir et de regarder à soi pour dire comment est-ce que je construis la sécurité affective dans ma maison. Comment est-ce que je fais? Je vois quelqu'un sur TikTok qui dit, moi-même, quand je manque l'affection avec mon partenaire, je deviens agressif sans le vouloir. Bien effectivement, madame. Oui, l'être humain a besoin de se sentir aimé. Et quand on ne se sent pas aimé dans un endroit, on vit tout de suite comme de l'oppression. Et on est en mode défense. Et quand on est en mode défense, souvenons-nous, quand les parents ne s'entendent pas, c'est les enfants qui souffrent. Quand un adage africain dit, quand les éléphants bagarrent, ce sont les herbes qui souffrent. Donc, il faut savoir que lorsque le couple se comprend l'un et l'autre, ils construisent un environnement rassurant pour leurs enfants et pour eux-mêmes, et ils bâtissent une estime stable pour leurs enfants. Et ils évitent quelque chose de grave qui aurait pu survenir à la maison. Construire des enfants brisés qui vont devoir se réparer quand ils seront adultes. Construire des enfants brisés, brisés au travers des silences, brisés au travers des non-dits, brisés au travers des absences émotionnelles, brisés au travers des paroles difficiles, brisés au travers de l'absence des paroles valorisantes. Et ces enfants-là qui sont brisés de cette façon-là, ils grandissent et doivent souffrir pour se construire. Ils doivent à un moment donné arrêter le schéma pour ne pas le reproduire eux-mêmes. Parce que l'enfant va reproduire ce qu'il a vu faire ses parents. Pas ce que ses parents lui ont dit, mais ce qu'il a vu faire ses parents. Ça, c'est vraiment le véritable leadership familial que nous devons apprendre et construire dans nos maisons et établir dans nos maisons. Le sous-bassement de tout ceci, c'est quoi? C'est les valeurs. Moi, je crois que chaque famille devrait avoir des valeurs familiales.
Je vais demander à chaque parent qui est connecté à cette émission de se poser la question, quel est mon langage d'amour principal et quel est le sien? Quel est celui de mon conjoint? Quel est celui de mon enfant tel? Est-ce que je parle son langage ou seulement le mien? Parce que quand tu ne fais que parler ton propre langage d'amour, tu es en train de t'exprimer à toi-même. L'autre ne reçoit pas en fait. Or, quand on est en train de communiquer, la communication requiert deux personnes. Ça ne requiert pas que tu te parles à toi seul en fait. Alors, lorsque tu es en train de communiquer à l'autre, tu es comme obligé d'utiliser un langage qui va lui permettre de te comprendre. Imagine-toi que je sois ici en train de vous parler dans une langue vernaculaire du Cameroun en ce moment. C'est un langage que la plupart ne vont pas comprendre, que presque tous ne vont pas comprendre. Mais j'aurais perdu tout mon temps ce soir à raconter des affaires que personne n'a compris en fait. Pour que je me fasse comprendre, il faut que je m'arrange à utiliser le langage que chacun de vous doit comprendre. Pas seulement en termes de choix des mots, mais en termes de catégorie de langage. Et en amour, nous en avons 5, comme je viens de citer. Alors, est-ce que je parle son langage ou je parle seulement le mien, mon propre langage à moi? À une époque de notre vie, mon époux et moi, il a pris du temps pour comprendre que moi, je n'étais pas quelqu'un qui vibrait avec les cadeaux. Mon époux était le genre qu'il va apporter telle chose et croit que j'aime ça. Mais la prochaine fois qu'il apporte, il voit tout de suite que ça ne me dit absolument rien. Et lui, sa façon de donner l'amour, c'était d'apporter les cadeaux. Mais moi, ma façon de recevoir l'amour, ce n'est pas les cadeaux. Moi, je suis capable de m'offrir les cadeaux moi-même. Ce n'est pas les cadeaux. Fait que du coup, il a fallu qu'il comprenne que ce n'est pas ma façon de recevoir l'amour à moi. Ce n'est pas ma façon à moi, c'est sa façon. Tout comme mon époux, lui, sa façon de recevoir de l'amour, c'est des petites attentions. Mais c'est pour ça que nos enfants sont capables de dire, ah, ta femme là, il te donne des petites attentions tout le temps. Ça, c'est sa façon à lui. Mais ma façon à moi n'est pas ça. Ma façon à moi, c'est des paroles valorisantes. Ma façon à moi, c'est le service donné. Tant que tu ne fais pas ça, pas de paroles valorisantes, pas de service donné, bah, moi, je ne comprends pas ce que tu fais. Puis lui, sa façon à lui, c'est pas ça. Il ne m'attend pas que je lui donne des services et des services. Il veut les petites attentions. Il ne veut pas que je passe une journée à mon travail. Je suis tellement pris dans mes entreprises que je ne lui donne pas un petit message pour dire bonjour. C'est ça qu'il ne veut pas. Il voudrait ce bonjour-là, en fait. Il voudrait ça. Mais c'est sa façon d'être. Et lorsque tu es avec quelqu'un comme ça, est-ce que tu vas t'obstiner à lui donner ce que tu aimes recevoir toi-même ou tu vas lui donner ce qu'il va recevoir, lui? Je pense que la meilleure façon, c'est de lui donner ce qu'il veut recevoir. En conclusion, connaître son langage d'amour, que ce soit pour votre conjointe, votre conjoint, votre enfant, c'est passer de j'aime comme je peux à j'aime comme tu as besoin d'être aimé. Si chacun dans des couples pouvait se lever le matin et se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que l'autre se sente aimé? Si on pouvait se poser cette question chaque matin, qu'est-ce que je peux faire d'adéquat aujourd'hui pour que l'autre se sente aimé? Et se poser cette question, c'est un choix de maturité. C'est être mature dans la relation. C'est un acte de service. C'est une responsabilité affective, en fait.
Si chacun se levait le matin et se demandait ce qu'il ferait pour rendre l'autre heureux, je pense que moins de couples seraient en chicane. Peut-être que tu es ici, tu as déjà vécu une séparation. Peut-être que tu aspires à avoir une autre vie de couple. Ne te dis pas, je ne suis pas en couple et ceci ne me concerne pas. Peut-être que le premier couple s'est brisé parce que ces choses n'étaient pas mises en pratique. Dans le couple que tu vas construire, et je te le souhaite, et exprimer véritablement ton épanouissement, ton plein épanouissement, je souhaite que si tu ne savais pas ces choses, que tu comprennes et que tu mettes en pratique. Et si tu es célibataire en ce moment, c'est ton opportunité. Ne choisis pas quelqu'un qui va te parler avec violence. Tu veux les paroles valorisantes dans les fiançailles, il te violente déjà. Quand tu vas entrer à la maison, il va te tuer. Ne dis pas que oh, j'ai trouvé quand même un homme, il va te tuer. Donc, ce que j'ai pour toi, si tu es encore célibataire et que tu aspires au mariage, ceci est autant important pour toi. Je vais laisser la place à la discussion. Je pouvais en dire plus, mais j'aimerais mieux laisser le peu de temps qui nous reste. Il nous reste environ 25 minutes pour qu'on soit à 22 heures, la fin de l'activité. J'aimerais laisser la place aux discussions, aux contributions. Je dis que je n'ai pas la science infuse. Je partage mes expériences, le peu de connaissances que j'ai en toute humilité. Et ici, je crois que nous pouvons nous édifier les uns les autres. Merci pour votre écoute. Merci à vous, les amis en ligne. Merci d'avoir contribué à ce live. À très bientôt pour un autre live. Mon Dieu, c'est tellement silencieux ici. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que ça va? On voit des cœurs, des cœurs, des cœurs. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a des partages? Je peux lire quelque chose dans le chat. Je vois Maman Kaïsa qui a dit tantôt, les bouquets de pissenlit, j'en reçois toujours. On dirait que c'est une contagion pour nos enfants là. Ouais. Parce qu'en saison, en été, là, au printemps et tout ça, oh là là. Saison de pissenlit, c'est des bouquets de fleurs à tous les jours. Par exemple, ceux qu'on met le bouquet de pissenlit à chaque 15h30 quand les enfants retournent à la maison. Ben oui, c'est leur façon d'exprimer leur amour. C'est un langage d'amour pour nos enfants. Moi, je le confirme. Eh bien, voilà, j'espère que vous avez aimé cette activité d'aujourd'hui. Vos contributions sont attendues. Si vous voulez contribuer, si vous voulez partager votre expérience au niveau des langages d'amour, on peut partager aussi sa vulnérabilité, ce qu'on ne savait pas et ce qu'on sait maintenant, ce qu'on ne savait pas longtemps avant et qu'on a dû corriger en chemin et voir une différence. Bah, c'est un lieu pour nous aider. C'est un lieu pour s'étirer les uns les autres. Nul n'est parfait. Chacun peut avoir été vulnérable. Chacun peut l'être encore aujourd'hui. Voilà. S'il y a des témoignages, c'est aussi un moment d'échange pour les témoignages. Parce que les témoignages, bien évidemment, ça fait grandir, ça fait changer des choses pour certaines personnes, dans certains couples. Oui, je vais donner la parole à Maman Epiphanie Zio. Je ne savais pas que ma mère était levée. Tu l'as levé en virtuel. Ah oui? Oui, vas-y. Bon, pendant que nous y sommes vraiment. Bonsoir, Papa Guy. Bonsoir, Maman Lina. Soyez bénis, soyez abondamment bénis pour vraiment ce partage vraiment qui vient encore nous ouvrir les yeux sur parfois les vérités, parfois les choses qu'on n'ose pas se dire, mais dans le couple, mais qui sont des freins vraiment
à l'amour. Comme on a cité 2 Corinthiens qui nous dit l'amour aime tout, l'amour pardonne, l'amour, 1 Corinthiens 13. oui, 13, c'est ça. L'amour pardonne, l'amour se donne, l'amour. Vraiment, ce que Maman Lina, vous avez partagé, et puis l'exemple de départ avec le couple qui ne se comprenait pas. Moi, je m'identifiais vraiment avec à l'image de la femme qui aime recevoir les cadeaux. Papa Guy a bien illustré ça. Et c'est effectivement ça. Parfois, nous les femmes, effectivement, parfois on s'attend pas à ce que l'homme décoche la lune pour nous. Les, les petites attentions qui demandent pas vraiment un fort budget viennent resserrer les liens. Et les enfants qui sont témoins de ça, surtout témoins de ce lien d'amour entre papa et maman, ça leur sert d'exemple aussi parce ils voient tout. Donc, les enfants apprennent en regardant, en voyant ce que font faire et ce que font les parents en fait. Donc, moi, je me voyais vraiment en cette femme-là qui aime recevoir vraiment des petites attentions, surtout les moments de qualité entre couples. Et voilà, ça ne demande pas grand-chose, c'est vraiment, ça resserre les liens. Et effectivement, lorsqu'on ne comprend pas le langage d'amour de l'autre, donc c'est comme si on se parle sans se comprendre. Effectivement, on se parle sans se comprendre. Pourtant, l'amour est là, mais voilà, on l'exprime différemment en fait. Donc, merci pour vraiment ce partage qui est venu me mettre aussi, qui est venu mettre à la lumière aussi, me permet d'avoir aussi de l'attention sur certaines choses que, voilà, l'homme fait nécessairement, que parfois on ne reconnaît pas. Il se donne, il se donne, il fait, et il se donne à 100% dans le service qu'il fait, oui, mais c'est sa façon de donner comme ça son amour. Mais il est important que nous communiquions et que nous comprenions tous les deux, par exemple, que voilà, ce que moi j'aime, c'est ça. Il faut mettre les mots vraiment sur ce que l'un ou l'autre aime en fait. Donc, ça va permettre vraiment la communication, ça va permettre vraiment d'asseoir les bases. Ça, c'est important. Et puis d'éviter beaucoup de, d'incompréhension dans les couples. J'ai une question pour toi, à cœur ouvert, maman Epiphanie. Oui, oui, maman. Et oui, papa. Est-ce que tu connais le langage d'amour de ton conjoint? Ah, il est connecté au... Je faut pas, faut pas, Si faut tu as peur de parler, tu veux faut pas, demander il va son me autorisation démentir. avant de Faut pas, répondre à la question? faut pas, il va me démentir en direct. N'oublie pas que nous sommes à cœur ouvert. Et il n'y a Ouais. pas de tabou, aucune question, il n'y a pas de tabou dans nos questions. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, le langage d'amour de mon mari, euh, moi je sais que mon mari, il aime aussi les petites attentions. Mhm, Ça, c'est vrai, il aime les petites attentions. Parce que c'est quelqu'un qui est plus dans le service. Lui, il est plus dans le service. mhm, Mais il aime aussi qu'on reconnaisse vraiment l'effort qu'il fait, que je reconnaisse l'effort en fait qu'il fait dans le couple en fait, mhm, dans le service qu'il donne. mhm, Donc pour cela, moi je ne manque pas de le remercier, surtout qu'il comprenne que toutes ces attentions auxquelles dont auxquelles, en fait, comment on appelle, toutes ces attentions dont je bénéficie, j'essaie de lui montrer avec vraiment des mots. Moi, c'est vraiment des mots pour lui reconnaître que tout ce qu'il fait, c'est, je vois et je sais que je le comprends avec les actes qu'il faut. Donc, oui, mais maman Epiphanie, tu es allé trop loin dans la question qui a été posée. Alors, quand la question t'a été posée, tu as dit, ah, mon chum, excuse-moi, j'ai le mot chum là. Ah, il est connecté. Mais tu es allé plus approfondi dans la réponse. Je ne t'avais pas demandé quels sont les langages d'amour de ton chum, mais je t'ai dit seulement, est-ce que tu connais le langage d'amour de ton chum? Mais sans oui, être entré
d'être allé plus loin pour ta réponse. Ça Oui, permet d'édifier beaucoup ici aussi. oui, on a appris vraiment avant. C'est vrai qu'on on parlait pas vraiment souvent le même langage d'amour. Pour nous, on pensait que, moi en tout cas, je pensais que je comprenais vraiment son langage. Mais c'est vrai, avec les formations, avec ce qu'on reçoit vraiment dans, dans le mariage, en fait, dans l'union dans le mariage, ce qu'on reçoit vraiment pour être vraiment des parents et une famille soudée. Donc, ça nous permet vraiment de nous recentrer nous-mêmes et d'apprendre à nous connaître et à nous découvrir. Donc, c'est ainsi maintenant que vraiment, moi, j'apprends à connaître le langage de l'amour de mon mari. Oui, je connais son langage d'amour. Il n'a qu'à C'est bon. Je pense que celui qui a la main levée, on va, sans transition, on va passer la parole directement à Papa Clotaire qui est là. Merci Amen. Papa Clotaire pour ta participation. You have the floor. Ok, merci à tous. Merci Papa Roger. Merci à Maman Lina. Merci à tous ceux qui sont connectés parce que c'est un thème qui est très important et puis qui est surtout capital pour nous. Et je remercie Maman Epiphanie pour la reconnaissance, pour tout ce que je fais. Mais je tiens à lui dire que c'est du fond du cœur, c'est avec plaisir, c'est pour le bien-être de la famille. Donc, il n'y a pas de limite à ce que je dois faire et à ce que je peux faire. Donc, ceci étant dit, je voulais juste intervenir pour dire que c'est vraiment dommage qu'on arrive dans les couples. Généralement, lorsque nous faisons les fiançailles, généralement, on arrive à connaître. On connaît déjà c'est quoi l'autre aime, c'est quoi l'autre n'aime pas. Généralement. Parce que dans les fiançailles, on met le temps, on se connaît, on se fréquente. On sait qui aime quoi, qui n'aime pas quoi. Maintenant, là où le problème se pose, c'est dans la discipline et la constance. Parce qu'une fois qu'on est ancré dans le couple, souvent là, on laisse tomber beaucoup de choses avec des justificatifs. Oh, j'ai pas le temps. Oh, ce sont les enfants. Oh, c'est le travail. Voilà les éléments qui viennent souvent déconstruire tout ce qu'on avait bâti dès les premiers temps. Pourquoi est-ce que dans les couples, des gens qui se sont aimés, qui ont décidé de marcher ensemble, tout à coup, au bout de 5 ans, 6 ans, tu arrives dans ce couple-là, tu ne reconnais plus, ni l'homme, tu ne reconnais plus la femme, parce qu'il y a eu manque de constance. Il y a eu manque souvent de communication, ou encore là où tu vois, tu penses que non, comme ça a été partagé tantôt, effectivement, les petites attentions, là, on les laisse tomber. On dit, ah, ok, de toute manière, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est pas grave, elle va comprendre. Voilà souvent des justificatifs qui font qu'on perd de vue que c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est comme un arbre. Si un arbre qui est planté à côté d'un ruisseau, cet arbre-là va toujours avoir les feuilles vertes et va toujours donner des fruits en saison par rapport à celui qu'on va délaisser, qui ne sera pas arrosé, qui ne sera pas entretenu. Donc, c'était juste pour dire que faisons l'effort, ne trouvons pas des échappatoires parce qu'il est important. Et moi, j'ai une petite anecdote à dire. J'ai ma fille, souvent, on lui dit, OK, c'est ton tour de cuisine aujourd'hui, tout ça, il faut que tu fasses ceci, cela. Elle dit, non, 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 c'est pas, elle se stresse pas. Elle va trouver un mari comme papa. Parce que papa, il fait tout, il prépare tout. Je dis, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, tu vois, c'est juste pour dire que, effectivement, il est important que nous soyons des modèles pour nos enfants dans tout ce que nous faisons. Pas seulement dans exceller dans le travail, mais exceller aussi dans nos quotidiens entre hommes et femmes. Parce que
au finish là, on se retrouve mari et femme. Les enfants nous auront quittés. On a commencé au départ 2, on va finir probablement 2. Donc, il est important que nous entretenons et que nous montrons les exemples parce que nos enfants vont toujours chercher des références par rapport à papa, par rapport à maman. L'homme qu'elle va choisir, elle va regarder, est-ce que cet homme-là a les mêmes critères que peut-être son père ou bien le garçon, est-ce que la femme avec laquelle elle a des critères, des similitudes avec maman parce que c'est son modèle. Donc, merci encore pour la thématique et puis merci pour tous ceux qui ont participé. La papa Roger, tu as... Merci, Papa Clotaire. Merci vraiment pour ton partage. Il faut que notre fille... Ah ben, je vais vous rappeler c'est que le Papa Clotaire et Maman Epiphanie, c'est c'est deux animateurs, n'est-ce pas, également de cette émission du Jardin des parents. Ils étaient déjà là ici, il y a de cela, ils étaient déjà ici, il y a le 13 novembre. Donc, la dernière fois, celui qui avait partagé, c'était sur le thème le rôle parental dans un foyer équilibré. Et c'était vraiment tellement vu. Mais je vais dire pour votre fille qui, quand il arrive à son tour de cuisiner, elle dit qu'elle aura un mari comme papa. Il faut qu'elle commence à mettre les genoux au sol dès maintenant. Parce que ce n'est pas donné au bout là, mais il faut qu'elle se rabaisse aussi pour prendre la formation. Parce que l'homme propose et Dieu dispose. Il faut que si jamais elle est dans un ménage plus tard et que malheureusement elle tombe avec un conjoint qui n'est pas comme papa, qu'elle sache que c'est elle qui doit prendre maintenant le place de papa dans ce ménage-là. Alors, merci, Papa Clotaire. Je vais laisser la parole à Papa Grégoire. S'il vous plaît, si vous avez des partages à faire par rapport à vos moments, au langage de qualité dans votre couple, partageons. On en a encore pour une dizaine de minutes. On va laisser la parole à Papa Grégoire. Ok, alors, merci à Papa Guy Roger, merci à Maman Lina. Je tiens à informer nos invités que le couple qui est en face de nous, c'est plus de 30 ans de mariage. C'est aussi ça la force du Jardin des parents à cœur ouvert. Ce n'est pas une question, mais c'est quelque chose qui m'a plu par rapport à l'histoire de Marco et Sonia. Marco et Sonia étaient mariés, mais chacun faisait ce qu'il pouvait faire, croyant bien faire. Mais ce qui m'a marqué, et c'est ce qui est observé dans plusieurs couples, surtout les afro-descendants. Comme tu l'as si bien dit, Papa Guy, les hommes n'aiment pas consulter. Qu'est-ce que Sonia a fait? Sonia, voyant que les choses ne donnaient pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Sonia est allée consulter. Or, l'homme préfère souffrir, il va mourir avec, croyant qu'il est fort. Parfois, on dit, quand il faut pleurer, il faut pleurer. Ne dis pas que tu es homme. Il a fallu que Sonia prenne la décision d'aller consulter pour qu'on puisse retrouver la solution à leur problème. Les deux s'aimaient. Mais ils ne se comprenaient pas. Il a fallu qu'ils aillent se consulter et qu'on détecte le problème et qu'enfin, ils puissent vivre leur amour. C'est juste pour nous dire ici que de temps en temps, c'est mieux aussi. Allons consulter. Allons consulter. Ne nous confions pas parce que le problème, c'est qu'on se confie au quartier à n'importe qui. Tu te confies chez qui? Et c'est notre problème, surtout les afros. On a un petit problème, au lieu d'aller consulter un spécialiste, soit on va appeler la grand-mère,
soit on va appeler la mère. On est allé en mariage, mais on n'a pas coupé le cordon ombilical. Est-ce que vous comprenez un peu? On n'a pas coupé le cordon ombilical au lieu d'aller consulter un spécialiste. Donc, juste pour nous exhorter ici que des fois, il faut aller consulter quand ça ne va pas. Il faut apprendre à consulter quand ça ne va pas. Et aussi pour parler du langage dans mon couple, moi, le langage pour mon épouse, c'est elle aime l'attention. Elle aime les cadeaux parce que c'est l'erreur que je faisais auparavant. Moi, j'offrais ce que moi j'aimais à mon épouse. Or, ce n'est pas ce qu'elle elle aimait. Je puis vous dire, j'ai acheté un iPhone, le dernier iPhone, croyant que j'avais tué. Mais quand je suis venu donner, imaginez-vous un peu, j'étais sûr qu'on allait m'embrasser de la tête aux pieds. Mais quand j'ai donné, c'est comme si je n'avais rien fait. C'est moi-même qui parle encore, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez un peu? Tout simplement parce que moi, j'offrais ce que moi j'aimais à elle. C'est parce qu'elle, elle aimait. D'où l'importance de connaître le langage de l'autre. OK, je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense que les autres en ont aussi à dire. Merci encore. Bye bye. Merci, merci Papa Grégoire. Merci pour ta contribution. Il faut connaître le langage d'amour de l'autre. Ne pas toujours chercher à lui donner ce qu'on aime. Nous avons eu des enseignements ainsi dans lesquels on disait quand tu vas dans un mariage pour ton intérêt, tu finis par le perdre. Il faut aller dans un mariage parce que c'est un sacrifice et parce que tu vas chercher le bonheur de l'autre. Et pour vraiment connaître le bonheur de l'autre, il faut connaître également son langage d'amour. Si chacun dans un couple veut le bonheur de l'autre, alors on est sûr que la flamme qui a été allumée dès le premier jour restera allumée. Au contraire, elle sera même ravivée. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager, partagez-nous le langage d'amour que vous avez dans votre couple, votre conjoint, ainsi de suite. À l'époque, au début de notre vie, avec maman Dina, je croyais qu'elle aimait le chocolat. Je croyais qu'elle aimait des petites sucreries. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'achetais et j'arrivais à la maison, je mangeais moi-même avec les enfants. Il a fallu du temps pour connaître ça. Une fois que ça avait été connu, tout est rentré dans l'ordre. Ça doit être notre partage à nous tous également ici. Je vais prendre quelqu'un comme ça au hasard et je vais lui donner la parole pour nous donner le langage d'amour qui est dans son ménage. Alors, l'heureux gagnant, mon heureux gagnant, c'est maman Vanessa Choupi. Maman Choupi, dis-nous, est-ce que tu es mariée? Maman Choupou, tu es là? Bon, elle ne répond pas. Je vais donner la parole comme ça à maman Julie de nous faire un petit partage. Ça doit être notre dernière intervention avant la conclusion. Oui, je donne la parole à maman Élise d'abord. Maman Élise, tu as la parole. Bonsoir, Papa Guy Roger. Bonsoir, Bonsoir. Maman Lina. Bonsoir à tout le monde. Merci pour l'enseignement très édifiant. En fait, je vais juste faire partager mon expérience, justement. Ce qui a été difficile pour moi, c'est vraiment d'adhérer au langage de l'amour de mon partenaire. Pourquoi? Parce que quand on s'est connus très jeune, et alors, moi, son langage de l'amour, c'était vraiment la proximité, le gestuel. Et moi, c'est quelque chose que je n'aimais pas. Donc, même quand on marchait, main dans la main, là, non, c'était pas mon affaire. On peut marcher main dans la main, mais à un moment donné, Tu avais honte, hein? même de
façon inconsciente, moi, je vais enlever ma main et ça le dérangeait beaucoup. Et quand on s'est mis en couple, ça a continué. Donc, j'ai dû vraiment apprendre ce langage de l'amour-là pour dire que, parce que c'était vraiment problématique, quoi. Parce que bon, j'ai dû apprendre à adhérer à ce langage de l'amour parce que moi, je n'étais pas trop gestuelle et lui, c'était ça son langage de l'amour en fait. Et moi, mon langage de l'amour à moi, c'est vraiment euh, les paroles valorisantes et les cadeaux. Paroles Donc, valorisantes et cadeaux. c'est un peu ce partage-là que je voulais faire, que parfois la difficulté que moi j'ai eue, c'est vraiment d'adhérer à son langage de l'amour à lui. Parfait. Merci beaucoup, maman Elise. Merci beaucoup. Merci. Je pense que, il est 22 heures, 1 minute. Nous sommes arrivés au terme de cette émission du Jardin des parents. Aujourd'hui, le thème était Connais-tu son langage d'amour? Et nous avons vu, commençant par l'histoire de Marco et Sonia, comment ils vivaient, comment était le langage d'amour. L'un était dans le service, l'autre était dans les paroles valorisantes. Maman Lina est entrée dans le fond. On est passé à travers les 5 langages d'amour et les témoignages qui s'en ont suivi n'étaient que quelque chose de bénéfique pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir se retrouver ou d'aller corriger quelque chose dans leur ménage. Notre but au jardin des parents, c'est de prévenir. De prévenir tout ce qu'il peut survenir de mauvais dans le foyer qui peut amener le tiers, des personnes extérieures, à fouiner son nez dans le ménage et qui peut arriver aussi à des signalements, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'était dans la vie de couple la vie de couple qui était vraiment en question ici. Connaître le langage d'amour de son prochain, de son conjoint, de son partenaire. Notre prochaine émission, ce sera dans 2 semaines. Ce sera jeudi le 11 décembre. Chers amis, chers auditeurs, nous avons vu que l'amour n'est pas seulement une émotion tout au long de cette émission, mais que l'amour, c'est un langage, c'est une langue à apprendre et à pratiquer surtout. Dans le couple, chaque conjoint possède un langage d'amour particulier. Nous avons vu qu'il y a des paroles valorisantes, des moments de qualité, des cadeaux, des services rendus ou le toucher physique. Ce sont là les différents types de langage d'amour. Et ignorer ce langage-là, c'est risquer de laisser l'autre dans la faim effective, même si nous croyons l'aimer. Oui, mais le comprendre et le pratiquer, c'est ouvrir une porte vers une relation plus profonde, plus joyeuse et surtout une relation plus durable. Les couples qui ont plus de 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, j'entendais dans le réseau, il y a une maman qui avait 45 ans de mariage avec son époux. Je disais, waouh, c'est ça. Ce n'est pas toujours, on n'a pas toujours passé ces 45 ans dans la joie, mais il y a eu des moments de tumulte, il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments joyeux. Mais pendant tous ces moments de tristesse ou des moments de peine, on a toujours pu garder, raviver la flamme. Sur le plan spirituel, souvenons-nous toujours que Dieu lui-même parle tous ces langages que nous venons de citer. Oui, et nous encourage par ses propres paroles dans la Bible. Notre Dieu nous encourage et nous offre sa présence comme moment de qualité dans la prière. Notre Dieu, il nous fait des cadeaux par sa grâce et par ses bénédictions. Notre Dieu, il nous rend des services en pourvoyant tous les jours à nos différents besoins. Notre Dieu, il nous touche par son Saint-Esprit qui nous console et qui nous guérit. Ainsi, chers frères et sœurs,
Aimer notre conjoint dans son langage d'amour, c'est refléter l'amour de Dieu dans notre couple. C'est devenir un canal de sa tendresse et surtout de sa fidélité. Le jardin des parents, une émission à cœur ouvert, chaque deux vendredis par mois, 2 jeudis par mois. Nous allons nous revoir jeudi dans 2 semaines. D'ici là, je vous souhaite une bonne entrée dans le mois de décembre, qui est le mois de la fête, des fêtes de fin d'année, de la naissance de notre Sauveur, de la nouvelle année, de la préparation à l'entrée de la nouvelle année 2026. Que notre Dieu vous garde et rendez-vous dans 2 semaines. Soyez abondamment bénis.